Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information que nous débutons avec un léger retard et veuillez bien nous en excuser. Le gouvernement de transition de notre pays a tenu sa première réunion du Conseil des ministres vendredi 11 août 2023. Cette réunion s'est tenue sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général Tchani Abdraman, en présence de tous les membres du CNSP, comme vous les voyez sur ces images. Il faut préciser que ce gouvernement est composé de 21 membres, avec à leur tête le Premier ministre Lamine Maman Zen. La réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenue le 10 août hier donc à Abuja a ordonné le déploiement de la force en attente au Niger. Une décision de la CEDEAO qui a suscité une vague de contestation au sein de l'opinion nationale et internationale. Je propose de suivre la réaction de quelques citoyens interrogés ce matin par une de nos équipes. On les écoute. Rien ne va se passer parce que les dirigeants là doivent se dire que s'ils attaquent le Niger, on ne sait pas c'est au service de qui. S'ils parlent de la restauration de l'ordre constitutionnel, même bon, de l'ordre constitutionnel ne veut pas dire Bazoum. Partout où il y a coup d'État, il y a des étapes à suivre pour revenir à l'ordre constitutionnel. On doit délimiter une durée pour la transition et après cette transition, on part en élection. Les chances gagnent encore, on va encore trouver un président démocratiquement élu. Mais on ne peut pas parler de faire retour en arrière. Et je pense que la façon dont ils ont agi hier donne raison à ceux-là qui soupçonnent la CEDEAO d'être manipulée par la France. Je ne m'attendais pas à quelque chose de plus que ça. Peut-être que d'autres croyaient qu'ils allaient alléger les mesures, qu'ils allaient faire des choses, peut-être revenir en arrière, mais pour moi, Ouattara lui-même, c'est un président par défaut. Le problème, c'est nous en Afrique, surtout en Afrique occidentale, c'est que les gens attendent qu'il y ait problème pour intervenir, alors même qu'on pouvait empêcher tout cela, même au Niger. C'est une situation qui est en train de se dégrader vu la conclusion, jusqu'à ce que d'autres dirigeants de nos pays voisins sortent à la télé pour dire qu'ils sont prêts à accompagner la CEDEAO. Pour moi, je pense que le Niger, le Bénin, tous les pays de la CEDEAO, on est des frères, on est des voisins. Donc les dirigeants là, qui sont en train de souhaiter la guerre pour le Niger, ils n'ont qu'à réfléchir. Si la guerre touche le Niger, c'est tout comme la guerre a touché la Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres pays. Le sommet d'hier, c'était tout simplement un sommet de non-événement. Il n'y a rien qui a été décidé. Le but était toujours donc de continuer à intimider un peuple qui veut se libérer, le peuple nigérien. Or, nous, en tout cas pour la liberté, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de prix. Nous allons appris donc par la BOA, hier j'ai écouté que la CEDEAO donc maintenant a ordonné l'activation des forces en attente. Même si en tout cas que ce soit des forces mobilisées, on les attend. C'est tout simplement ce qui a été retenu, l'activation des forces en attente. Nous on les attend depuis quand pour les vaincre et les enterrer ici. Parce qu'il n'y a pas de prix. Nous l'avons dit à cause de notre liberté, de notre indépendance, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en tout cas d'aller au sacrifice le plus ultime. Par conséquent, la CEDEAO qui est guidée aujourd'hui par la France et tout l'Occident, elle ne peut pas continuer à nous menacer politiquement. Parce que toutes les décisions aujourd'hui de la CEDEAO sont des décisions politiques. C'est de tout simplement des manipulations, des subversions. Et par conséquent, ils doivent cesser. La CEDEAO, là, c'est une institution manipulée. Une institution manipulée dans la mesure où quand nous allons retourner un peu dans l'histoire, vous allez comprendre que la CEDEAO n'a rien fait. Elle n'est pas honnête. Je me souviens, lorsqu'on a fait le coup d'État à Mamadou Tanja, le président élu démocratiquement par le peuple et aimé par le peuple, et courageux et travailleur. La CEDEAO, elle a dit quoi? Elle s'est tue.
Lorsqu'on avait fait le coup d'État à Barré, jusqu'à le fusiller, le détruire, la CEDEAO a dédommagé la famille du Barré. Non, la CEDEAO n'est qu'un instrument de manipulation de l'Afrique à travers la France et l'Europe ou l'Occident. Si aujourd'hui le Niger est touché, l'État alors là, il pense que son pays sera sauvé, le Nigeria sera sauvé. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la Libye? Il y a un président? Non. Le malheur à qui? Aux Africains. Dans le même registre, ajoutant cette grande manifestation de protestation contre la France et la CEDEAO, c'était cet après-midi à Niamey. Ils étaient nombreux, les habitants de la capitale, à manifester à la devanture de la base aérienne 101 de Niamey pour apporter leur soutien indéfectible au CNSP. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumini. Ce sont des milliers de jeunes à Niamey qui ont convergé à la base aérienne 101 de Niamey où se trouve une base militaire française depuis des années. Les manifestants demandent tout simplement le départ des forces militaires françaises compte tenu de leur immixtion dans les affaires internes. Depuis les événements du 26 juillet 2023 au Niger, nous avons constaté que certains veulent se cacher derrière une communauté dite internationale telle que la CEDEAO pour pouvoir déstabiliser le Niger. Nous allons dire à ces personnes-là, c'est une façon de laisser un message à ces individus-là, aux reliquats des chefs d'État de la CEDEAO, que le Niger est déterminé, le peuple nigérien est déterminé à défendre l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Notre mécontentement face à l'attitude de la France, qui se croit toujours être un terrain conquis ici dans notre pays. Et vous l'avez remarqué, ici il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes qui n'appartiennent pas à l'époque coloniale. Nous n'avons pas reçu une éducation coloniale. Nous sommes une jeunesse libre et qui aimerait bien que notre pays le soit. Nous n'accepterons jamais que la France s'ingère dans nos affaires. Et il faudrait que la France le sache. Nous sommes déterminés à soutenir notre armée, à soutenir le CNSP jusqu'au bout. Si elle se hasarde à imaginer un temps soit peu une intervention, et il faudrait alors que la France tue d'abord toute cette population civile qui est derrière le CNSP pour après affronter le CNSP. Les manifestants ont tenu également à lancer des messages à l'endroit de certains chefs d'État de la CEDEAO et certains occidentaux qui veulent attaquer le Niger. Ce n'est pas une affaire des acteurs ou d'un Nigérien ou d'un deux Nigériens ou de CNSP ou de Tchani. C'est une réponse de plus de 30 millions de Nigériens. Ce combat n'est pas un combat de CNC. Et nous sommes sortis, comme les dernières fois, pour mettre en garde Ouattara, Macky Sall et les autres présidents, les restants de la CEDEAO, que leur guerre par procuration, qu'ils veulent nous imposer, qu'ils n'auront pas la chance et qu'on les attend de pied ferme. Que tous les Nigériens doivent mourir avant d'attendre Tchani ou le CNSP. À la France, il faut que la France quitte le pays, quoi. On est fatigué. On est fatigué. Et il faut que les bases françaises avec les Américains quittent le pays, c'est tout. On est fatigué. On a besoin de la Russie. On a plus besoin. Tout celui qui nous soutient, on est derrière. À travers cette démonstration de force, c'est un message fort que ces jeunes lancent à l'endroit de la France et de certains États de la CEDEAO et des Occidentaux. Ces jeunes se disent déterminés à défendre la patrie contre toute agression, quelle que soit sa provenance. Pendant ce temps, les responsables et membres des organisations féminines du Niger étaient cet après-midi face à la presse à l'hôtel Noum de Niamey pour une déclaration. La teneur de la déclaration est lue par Mme Falmata Kiari et Rukeya Munkela. Vu l'insécurité qui sévit au Niger depuis plus de 10 ans et qui a engendré la fermeture de centaines d'écoles et des centres de santé,
vu le faible accès aux services sociaux de base, le déplacement forcé de milliers de personnes et la mort des populations civiles en général et en particulier des femmes et des enfants dans les zones de conflit, vu la faible protection des civils et en particulier des femmes et des enfants en période de crise dans les zones de conflit, vu que la lutte pour la paix et la sécurité ne peut se faire sans la participation des femmes, vu les sanctions injustes et inhumaines infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UMOA, qui touchent la population nigérienne dans son ensemble, particulièrement les femmes et les filles, considérant la loi constituant le système de quotas est un acquis obtenu d'une grande lutte par les femmes, nous, organisations féminines de la société civile nigérienne, réitérons notre détermination à accompagner le processus de transition en cours. À ce titre, nous lançons toutes les sanctions économiques et financières qui frappent l'État et la population depuis le 30 juillet 2023. À la CEDEAO, 1. La levée sans condition de toutes les sanctions de la CEDEAO, de l'UMOA et de tous les partenaires au développement. 2. La condamnation des mesures de déstabilisation de la région du Sahel et du Sahel central en général et de notre pays en particulier. 3. Les femmes du Niger demandent instamment à tous les chefs d'État des pays de la CEDEAO et à toutes les autorités traditionnelles et religieuses de continuer de privilégier le dialogue et la médiation des valeurs sociétales africaines en vue d'épargner les vies de nos populations. 4. Les femmes du Niger expriment avec force leur indignation et leur opposition à toute intervention militaire au Niger qui aura des conséquences et des effets indescriptibles dans le pays. À la communauté internationale, nous lançons un appel spécial à l'endroit de la communauté internationale de respecter le principe de neutralité et de poursuivre les actions humanitaires en faveur des couches vulnérables. Vive le Niger et son peuple. Nous restons toujours avec les organisations féminines. Cette fois-ci, c'est un communiqué de presse de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes, la Congafen. Le communiqué de presse est intitulé « Appel à la paix ». Nous, femmes nigériennes, toutes sensibilités confondues, membres de la coordination des ONG et associations féminines Congafen, réunis ce jour 10 août et après analyse de la situation actuelle de notre pays, rendons le communiqué de presse dont la teneur sur 1. Œuvrons pour une société de justice, de paix, sans violence ni discrimination, où les femmes et les filles jouissent de leurs droits civiques et moraux. 2. Exigeons en priorité le retour à la paix, la culture sociale et une gouvernance inclusive qui mettra en avant le seul intérêt du peuple nigérien. 3. La Congafen lance un vibrant appel à l'ensemble du peuple nigérien à s'impliquer davantage pour la protection des populations et de leurs biens, en particulier les femmes et les enfants. 4. Demande à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens épris de paix et de justice de se mobiliser pour un sursaut patriotique. 5. Condamne avec la dernière énergie toute intervention militaire extérieure qui ne saurait régler la situation au risque d'aggraver le contexte actuel de notre pays. 6. Demandons à toutes les nations éprises de paix et de justice à apporter leur soutien au peuple nigérien pour une sortie de crise rapide et le retour à la paix. Et enfin, la Congafen demande à la population d'intensifier les prières pour que la paix règne dans notre pays, le Niger. Qu'Allah, le Tout-Puissant, bénisse le Niger et son peuple. Amin. C'était là un communiqué de presse de la Congafen. En rapport toujours avec la situation qui prévaut dans notre pays, relevons cette déclaration face à la presse cet après-midi dans l'arrondissement communal Niamey 5 par les jeunes du quartier Gawai. Objectif: apporter leur soutien aux autorités de la transition de notre pays. Le reportage est signé Hamza Sakou.
C'est avec l'hymne national, l'honneur de la patrie, que les populations du quartier Gawai, à travers sa jeunesse, entament cette assise. Des jeunes qui viennent ainsi, selon les initiateurs, apporter un soutien ferme au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La jeunesse de Gawai, après long confinement durant lequel a été observée et analysé la situation socio-politique du pays, a décidé d'apporter son soutien large, inébranlable et indéfectible aux militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui ont mis fin à la 3e mandature de la 7e République, pilotée par le sieur M. Bazoum Mohamed, désormais ancien président de la République du Niger. Il faut noter que cette prise de responsabilité par les militaires est longuement, sinon longtemps attendue, et demandée par la population du Niger, qui ont enduré des durs labeurs sous le règne de la 7e République, ayant duré 12 années et quelques mois. Pour rappel, les autorités de la 7e République ont depuis longtemps montré leurs limites. La recrudescence de l'instabilité sécuritaire est un exemple patent, sans évoquer la monarchie républicaine manifestée par le clanisme, la corruption, le trafic d'influence, le détournement sans cesse des deniers publics, pour ne citer que cela. S'agissant des organisations sous-régionales et de la coopération internationale, la jeunesse de Gawai s'insurge et condamne avec la dernière énergie les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en parfait déphasage avec les idéaux panafricanistes et des objectifs d'intégration économique des États ouest-africains. À cet égard, la jeunesse de Gawai appelle le CNDP à se retirer de ces machines téléguidées par l'empire agonisant de la France-Afrique, qui ne veut pas mourir et qui va mourir, Inch'Allah. La jeunesse de Gawai appelle les autorités à procéder au démantèlement des bases militaires étrangères qui n'ont servi à rien pour ce pays. Dans le cadre de la prévention et la lutte contre le terrorisme grandissant au Niger, qu'est d'exploiter nos ressources minières naturelles. La complicité avec les forces du mal. Se disant prêts à soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission, ces jeunes de Gawai appellent le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à se mettre exclusivement au service du peuple et faire preuve d'un patriotisme authentique et sincère. Avant la partie magazine de cette édition, retenez que le noyau historique de la vieille ville d'Agadez a été inscrit sur le registre du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO le 22 juin 2013. 10 ans après, le conservateur nous fait le point. Il y avait une équipe qui a été mise en place donc, par le ministère en charge de la culture pour pouvoir préparer ce dossier-là. Et c'est un dossier qu'on a eu à monter avec des concertations, des réunions d'échange avec l'ensemble des populations, avec l'ensemble des communautés, surtout sous l'autorité du sultan de l'Aïr et également avec la collaboration de la mairie et de toutes les parties prenantes qui sont dans la vieille ville d'Agadez. Inscrite donc par rapport à son architecture, Agadez était devenu un centre donc, commercial d'échanges commerciaux, d'échanges religieux et d'échanges architecturaux. Elle parle du rôle que le sultanat a joué pendant plus de 600 ans à partir du XVIe siècle. Depuis son inscription, il y a eu un comité qui a été mis en place. Donc ce comité est dirigé par le maire de la commune urbaine d'Agadez. Mais il y a un comité local aussi parce que dans chaque quartier, il y a un comité de vie. Il y a un comité qui est chargé donc, de la conservation et de la gestion au niveau de chaque quartier, sous la direction du sultan. Ça comprend le noyau historique de la vieille ville. Au moins 11 quartiers. Le quartier Katanga, Obetara, Amdit, Ogberi, Ongolbayi, Amarewat, Agargaran Saka, et Omardan Magas, Omardan Nafala et Akamfaya. Au moins dans la vieille ville d'Agadez, vous avez plus de 30 000 habitants. Et chaque élément que vous prenez dans la vieille ville, ça appartient à quelqu'un. Donc ça a un statut privé. Donc c'est ça même la problématique de la gestion. Au niveau de chaque quartier, on mène des séances de sensibilisation pour un peu amener les gens à prendre conscience de leur patrimoine. Sinon les problèmes existent parce qu'actuellement, surtout avec les fortes pluies qu'on a et que les gens n'ont pas les moyens donc, pour entretenir ces maisons, d'autres commencent donc à dénaturer ces états
avec de nouvelles constructions en ciment, ce qui était interdit. Vous savez, une architecture altère, il faut chaque année entretenir. Mais quand même, malgré tout, un certain nombre de projets et d'ONG ont intervenu pour un peu appuyer la population. Mais sinon, toute la population participe à l'entretien et à la conservation de ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Place à la partie magazine de cette édition d'information. La rédaction de la radio-télévision Labar et RTL Niger a initié une nouvelle rubrique intitulée « Reportage ». Pour ce premier numéro, la rubrique « Reportage » traite de l'endettement et de ses conséquences. Le dossier est signé Boubacar Ibrahim sur des images de Nasser Seydou. Mesdames, Messieurs, bonne réception et bon week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc dans le tout premier numéro des dossiers inédits de la chaîne radio et télé Labari. Ainsi donc, dans sa rubrique reportage, nous avons tenté de comprendre et d'élucider pour vous pourquoi malgré tout ce que le Niger possède et acquiert de la part de ses partenaires, la pauvreté est aussi résiduelle. Entre surendettement, surfacturation et pauvreté, le Niger va-t-il s'en sortir? C'est un dossier inédit de la radio et télé Labari. Nous sommes ici à Niamey, la capitale nigérienne. Une ville où au-delà des immeubles, des échangeurs et des quartiers où des constructions abondent de partout comme des champignons, il y a aussi cette réalité. Des Nigériens aussi qui peinent à s'assurer le minimum vital, l'illustration parfaite de la pauvreté. Situé au cœur du Sahel, le Niger dispose d'une économie peu diversifiée. C'est un fait. Le niveau d'extrême pauvreté a été évalué en 2021 à 41,8% et touche plus de 10 millions de personnes. Toujours en 2021, le montant de la dette publique selon la Banque mondiale s'est élevé à 5,46 milliards d'euros. Rapportant ce chiffre au nombre d'habitants, cela correspond à un endettement de 216 euros par personne, soit un peu plus de 140 000 francs pour chaque Nigérien. Bienvenue. Le surendettement, c'est d'abord quelque chose de technique. On ne peut pas, sur la base des critères de l'UEMOA, nous sommes dans un regroupement de pays, nous sommes au sein d'une organisation qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, où nous avons des critères sur la question de l'endettement qui situent le surendettement à partir de 70% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale. Au-delà, à partir de 70%, vous êtes considéré au sein de l'UEMOA comme étant un pays surendetté. L'endettement, c'est très simple. Qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de ménages ou qu'il s'agisse d'État, c'est lorsque vous manquez de finances et vous allez chercher ces finances-là auprès d'une autre personne. Ça peut être un État, ça peut être une organisation, ça peut être une entité commerciale. Voilà ce qu'on peut, en français facile, appeler endettement. Vous avez un besoin de financement, il vous manque de l'argent, vous allez chercher cet argent auprès d'autrui, donc vous vous endettez. Le taux d'endettement au Niger était de 51,6% au 30 décembre 2022 et de 60% au 30 avril 2023. Donc quand vous voyez, le taux n'est pas éloigné de 70% statutairement autorisé par l'UEMOA. Parce que dans les pays membres de l'UEMOA, l'endettement ne doit pas dépasser 70% du produit intérieur brut. Or, nous, actuellement, nous sommes à 60%. Donc, on est en train de s'approcher de 70%. Et nous avons alerté pour dire attention, il faut être prudent. Depuis l'année 2023, l'Institut national de la statistique a publié des nouveaux chiffres. La population du Niger s'est comptée à hauteur de 25 millions de Nigériens. Ces derniers se verront astreints à l'obligation de rembourser une dette dont ils ignorent foncièrement l'orientation faite.
Quelles sont donc les conséquences d'un endettement qui n'a pas donné lieu à un investissement structurant? L'endettement, d'abord, pourquoi vous vous endettez? C'est la première des choses. Pourquoi vous vous endettez? Quand vous vous endettez, qu'est-ce que vous faites avec le flux d'argent que vous recevez? Ensuite, avec qui vous vous endettez? Est-ce que c'est des partenaires intérieurs? Est-ce que ce sont des partenaires extérieurs? Ou c'est un mix d'intérieur et d'extérieur? Ensuite, jusqu'à quelle hauteur vous vous endettez? Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous recevez ou des finances que vous recevez lorsque vous vous endettez auprès d'autrui? Est-ce que vous les employez pour créer des richesses, pour vous permettre, sur le bonus des richesses créées, de payer la dette et de vous enrichir en plus? Ou alors, vous prenez cet argent-là pour faire des choses superfétatoires, des choses confortables? C'est à quoi a servi l'endettement? Est-ce qu'entre 2010, où nous avions 9% d'endettement, et aujourd'hui, où on en a, dans tous les cas, plus de 50%, est-ce qu'il y a eu un mieux-être pour les Nigériens en majorité? La réponse à la question, vous la connaissez. Naturellement, il y a très peu de Nigériens. Je dirais, il n'y a que des privilégiés qui aient eu un mieux-aller. Aucun autre Nigérien ne l'a eu. Des édifices publics, des infrastructures routières, ferroviaires, des marchés. Nombreux étaient les investissements facturés trop au-dessus de ce qu'ils auraient dû coûter. À travers des manœuvres organisées, le peu qui devait servir à offrir un mieux-être à au moins la génération future est dilapidé et détourné. Par rapport aux surfacturations, je crois ce qu'il faut voir. Il y a deux catégories des opérateurs économiques. Souvent, quand je parle de surfacturation, moi je parle de la criminalité économique. C'est-à-dire, je fais un lien entre les délinquants économiques, les criminels économiques et certains qui participent à la surfacturation et aux fausses factures dans notre administration. Les surfacturations, c'est quoi? C'est que quand il y a une commande publique, les opérateurs économiques souvent s'entendent avec les administrateurs de crédit dans les ministères, souvent même avec le chef du département ministériel. On fait des surfacturations. Par exemple, un produit qui ne doit pas dépasser 100 000 francs l'unité, on peut l'amener à 200 ou à 300 000 l'unité. On fait le dossier, puisque les textes sont clairs pour que les ministères des Finances acceptent une dépense. Il faut qu'elle soit d'abord proposée par l'administrateur de crédit. Ces spécimens de signature sont aux finances, il signe. Le contrôleur financier ou le contrôleur des engagements financiers signe. Le ministre signe, on envoie, ça suit la procédure normale d'exécution des dépenses. Et souvent, la partie, comme il n'y a pas un catalogue de prix au Niger, normalement, il devrait avoir un catalogue qui devrait être renouvelé chaque année. Bon, apparemment, le catalogue n'est même pas, il date de plusieurs années. Donc, il n'y a pas de catalogue de prix. Ça vient aux finances, ça passe, les gens, ils touchent leur argent, ils se partagent. Mais il y a bien des alternatives concluantes. Pour moi, vous n'êtes pas obligé de vous endetter lorsque vous n'êtes pas sûr de bien utiliser la somme d'argent que vous recevez de votre endettement pour vous enrichir, c'est-à-dire créer plus que vous ne devriez rembourser le capital et ses intérêts. Vous devrez avoir un bonus après avoir remboursé le capital et ses intérêts. Si ce n'est pas dans cette situation, je ne pense pas que vous soyez dans l'obligation de vous endetter parce que l'endettement ne vous aura pas servi à grand-chose. Au contraire, l'endettement vous a appauvri et peut-être même vous a discrédité, étant entendu que lorsque vous arrivez à un moment où vous êtes tellement endetté que vous êtes incapable d'honorer une échéance, eh bien, vous avez votre crédit qui est perdu. Le crédit, il faut dire, c'est un terme économique, mais c'est surtout un terme philosophique. Le crédit, c'est quoi? C'est la confiance. Si on veut que le Niger sorte de ce sous-développement, il va falloir faire des réformes importantes, particulièrement sur la qualité de la dépense publique et sur la gestion de la dette publique. Puisque quand on contracte une dette, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Vous voyez, chaque 2 ou 3 mois, le Niger va dans le marché de l'UEMOA, il émet des bons du Trésor et il arrive à mobiliser 50 à 60 milliards. Il faudrait que ces 50 à 60 milliards servent à quelque chose. Quand vous partez sur le marché financier, contracter des dettes, il faut les injecter dans des secteurs qui peuvent relancer l'économie. Mais malheureusement, souvent, on paye les salaires et on cherche à payer
les arriérés des paiements de ces opérateurs économiques, souvent c'est des faux arriérés, puisque souvent il y a des fausses factures là-dedans, il y a des surfacturations. On les paye et on ne sent pas l'impact de toute cette dette-là qui est investie, bon, parce qu'elle n'est pas investie dans des secteurs et il n'y a pas une surveillance sérieuse de la qualité de ces dépenses. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que l'endettement là ne sert à rien dans nos pays. Oui, mais ne vous y méprenez pas. Pour que ça marche, il va falloir qu'il y ait un chef qui se montrera un vrai chef, pas trop gentil et pas trop méchant. Il faut juste que, quand il faut taper sur les doigts de ceux qui manquent à leurs obligations. Sinon, le développement ou la prospérité tant espérée pour tous aurait encore de beaux jours à faire ailleurs qu'au Niger.